Hi, everybody. Hopefully, you guys can hear me okay. We'll begin in about just 1 minute. We're just waiting. Nous attendons juste que tout le monde rentre. Et juste une petite ligne, si vous ne pouvez pas m'entendre, si vous n'arrivez pas à voir les diapositives, essayez de relancer votre onglet. Sinon, vous demandez de l'aide au personnel technique. Ça va nous aider. Bon, je pense qu'on va commencer juste pour respecter les horaires. Bonjour à tous, je m'appelle Nicole Cork. Merci de vous avoir inscrit au webinaire d'aujourd'hui qui parle des coûts du Covid-19, les systèmes de santé, des maisons et des coûts d'opportunité. Et cela a été possible grâce à une subvention de l'International Development Research Center, au Centre de recherche pour le développement international. Si vous avez besoin d'aide, cela va durer approximativement 60 minutes et nous sommes en train de l'enregistrer pour le garder sur notre site web dans les 2 langues. Je voudrais d'abord vous parler de certaines choses. Si vous avez n'importe quel problème technique, n'hésitez pas à faire clic sur le point d'interrogation en bas à gauche de l'écran. Et si vous vous trouvez sur une app mobile, utilisez la boîte de discussion, s'il vous plaît, si vous avez des questions ou des commentaires pendant le webinaire. Et ces commentaires et questions seront adressés à la fin. Finalement, on va vous envoyer une enquête brève à la fin du webinaire et nous vous prions d'y répondre puisque c'est important pour l'offre future d'autres webinaires multilingues. Maintenant, je vais donner la parole à la personne qui va vous présenter le présentateur d'aujourd'hui, Kara Hanson. Très bien. Bon après-midi à tous. Je suis Kara Hanson de l'École des maladies tropicales et je suis aussi deacon de la faculté. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter le présenteur, le professeur Anna Vassal, qui se trouve dans le département de la santé globale. Elle est aussi directeur du centre de Londres et elle passe beaucoup de temps dans le monde réel. Elle a travaillé pendant 20 ans en tant qu'économiste professionnelle au Royaume-Uni et aussi dans d'autres pays à revenus bas et moyens. Et elle a participé à l'école d'hygiène pendant 10 ans, se centrant sur les économies des maladies infectieuses. Et elle a publié aussi énormément. Elle participe énormément à soutenir les centres de priorité. Et aujourd'hui, elle apporte à ce webinaire son expérience pour étudier les coûts et l'impact économique du Covid-19. Et pour l'instant, il s'agit d'un projet qui a été financé par UKA. Et le plan, c'est qu'elle va parler pendant 25 minutes à peu près et après elle va me rendre le micro pour l'aider à répondre aux questions. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions dans la boîte de discussion. Je vais les poser alors en votre nom, en les regroupant par thème, j'espère. Bonjour à tous, je suis Anna Vassal, j'espère que tout le monde m'entend bien. Il y a un bruit derrière moi, je suis désolée, je vais essayer de parler le plus fort et le plus clair possible.
Et pour certains d'entre vous qui me connaissent, vous savez que normalement je parle rapidement, mais puisque j'ai un interprète, je vais essayer de parler plus lentement. Je vais parler aujourd'hui de comment estimer le coût du Covid-19 d'une variété de perspectives du système de santé, des foyers, mais bien entendu comme économiste en faisant une réflexion sur le coût d'opportunité. Et cela reflète le travail d'une longue liste de personnes et nous avons utilisé des données qui viennent de projets précédents, y compris le projet de ValioTB et qui se centre sur le travail que nous avons déjà fait sur la tuberculose et que nous avons donc utilisé pour estimer le coût du Covid. Et je voudrais commencer avec certains commentaires généraux avant de rentrer dans les détails spécifiques du coût du Covid. Quand j'ai commencé à réfléchir sur cela, c'était tout début, mais peut-être même janvier, février de cette année, nous savions ce qui venait parce que ceux qui préparent les modèles dans l'école de Londres nous en avaient parlé. Et alors nous pensions, est-ce que nous devrions estimer le coût afin d'informer les ministères de santé ainsi comme les bailleurs de fonds et les partenaires afin qu'ils s'organisent et qu'ils organisent le soutien financier. Et quand j'ai commencé à parler de cela, beaucoup de personnes avec qui j'ai parlé m'ont dit, bon, c'est inutile puisque au fur et à mesure que cela va nous frapper, les coûts ne seront pas importants. Ce qui va compter, c'est de sauver la vie des gens et que les gens soient préparés à dépenser n'importe quoi pour survivre. Et jusqu'à un certain niveau, les choses ont changé. Certaines des choses qui ont changé, et nous l'avons vu, c'est que il y a davantage d'argent investi dans les systèmes de santé dans certains pays, mais cela continue à avoir un coût d'opportunité sur certains secteurs, puisque cet argent doit venir de quelque part. Dans certains pays, nous avons vu aussi des consommations. Beaucoup de personnes sont en train de dépenser leur argent maintenant, donc cela est en train de changer. Et nous avons vu aussi des changements quant à la charge des coûts entre le gouvernement et le secteur privé. Tout cela a lieu dans une ambiance d'incertitude et nous ne sommes pas familiers avec la situation. Malgré cela, il y a certaines choses qui restent pareilles, des choses que nous faisions auparavant quand nous étudions le coût d'opportunité. Cela n'a pas changé. Il y a encore des coûts d'opportunité dans le secteur santé. Donc, tous ceux qui ont dit au départ que nous allions simplement recevoir davantage d'argent et que nous allons être capables de l'absorber, nous voyons maintenant les difficultés que les secteurs de santé autour du monde affrontent, puisqu'il y a un impact sur les autres services non pas dû aux ressources limitées et les secteurs de santé ont besoin de mobiliser des ressources de manière que nous n'avons pas vu auparavant. Et le coût d'information est une partie importante. Finalement, nous sommes au début. Les gens continuent à explorer le potentiel des nouvelles technologies et les nouvelles technologies vont émerger pour nous aider à gérer les conséquences du Covid. Et nous allons encore continuer à reconnaître les évaluations des coûts et pour établir les prix adéquats pour les nouvelles technologies qui, même si les règles normales de décision sur ces technologies changent puisque nous sommes en train d'incorporer un impact plus vaste, il y aura encore un coût d'opportunité pour le secteur santé. Alors, en tant qu'économiste de la santé, il nous faut changer la manière dont nous faisons la chose, mais aussi nous avons un énorme corps d'expérience quant à la planification des coûts et les outils qui peuvent soutenir les gouvernements lors de la prise de décision. Une autre chose que je voulais toucher avant de rentrer dans les détails, c'est que souvent les coûts sont considérés très ennuyants. Il y a d'autres domaines plus intéressants sur lesquels travailler et les coûts devraient alors peut-être abandonnés aux comptables et non pas aux économistes. Mais j'ai eu le plaisir de voir une présentation de ma collègue Kathleen Pitt qui parlait d'un réseau et de l'impact et on parlait de l'importance de ces données, surtout quand nous travaillons sur des systèmes de santé qui n'ont pas les mécanismes pour
estimer les coûts au fur et à mesure que on les dépense ou qu'ils arrivent. Donc cela continue à être important pour mesurer le coût et pour comprendre comment cela change et comment les fournisseurs réagissent aux différentes situations et comment la technologie change. Je pense qu'il est aussi important que la communauté scientifique qui considère qu'un coût est normalement quelque chose qui n'intéresse que les économistes ou les consultants, eh bien, nous avons énormément d'expérience à apporter en termes de notre compréhension sur quelles sont les bonnes données, les données de bonne qualité et les problèmes qui souvent ne sont pas pris en compte quand nous faisons des estimations de coûts. C'est pour ça que je pense qu'il est important de dévouer du temps à réfléchir sur comment nous allons affronter les coûts du Covid. Alors, je vais sauter vers les résultats. Nous allons parler un peu des défis que nous affrontons en arrivant à ces résultats. Et la première chose que je dois dire, c'est que les résultats que je vais vous présenter sont des résultats très précoces. C'est la première étape dans certains résultats. Et ce que je vais vous montrer ici sont des estimations des coûts d'une épidémie sans mitigation, sans atténuation. Ce sont les coûts actuels de la situation actuelle. Mais cependant, nous avons senti qu'il était important d'insister, de souligner qu'il y a beaucoup de coûts associés au Covid, même avant de prendre compte du coût de l'intervention et surtout, comme nous le faisons dans l'évaluation économique, de signaler que le comparateur est une épidémie sans mitigation. Alors, il ne faut pas seulement examiner le coût, mais les coûts voir les coûts énormes du Covid, des coûts supplémentaires du Covid. Et il faut donc voir une épidémie sans mitigation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse de la part du gouvernement, il n'y a pas d'intervention non plus de la part des ménages. En ce moment, les gouvernements interagissent avec nos choix et c'est un peu la normale, disons, mais en tant que personne, nous n'arrêtons pas de nous protéger et nous encourons divers coûts quand nous le faisons. Alors, si vous suivez les projections du Covid, vous verrez que la plupart se centrent sur la partie d'en bas de ce tableau. Ici, nous voyons une estimation de la capacité de lit quand nous arrivons disons, au sommet de la crise. Nous parlons des lits d'hôpitaux. Voilà deux scénarios. L'un où il y a des recommandations sur l'utilisation des lits en assumant un niveau parfait de soins et à droite les estimations de ce qui se passe dans des conditions très occupées et il y a tout un bloc de rose et un bloc de vert qui sont aussi séparés dans différentes boîtes qui définissent les niveaux de sévérité. Et ici, il nous faut comprendre les pourcentages de cas qui deviennent graves dans les différents groupes de population. Et il était très intéressant de voir hier une publication de l'Afrique du Sud sur comment le VIH et la tuberculose peuvent avoir un impact sur le Covid. Mais je suis ici pour beaucoup de populations. Nous avons des indications de tous les facteurs de risque et les niveaux de sévérité. Donc 100% sévérité, c'est notre meilleur cas, mais nous avons aussi examiné s'il y avait moins, disons 150%, disons, de notre meilleur. C'est juste une explication de la graphique. Ce que vous voyez ici, comme dans beaucoup de pays, eh bien, nous voyons que la capacité a été largement vaincue par la pointe, par le sommet, mais nous voulons aussi examiner la capacité de lit en général et comprendre ce qui se passerait
si le sommet allait au-delà de la capacité des lits. Et c'est la partie supérieure de la graphique qui jusqu'ici n'est pas considérée dans la plupart de cas. Nous n'avons pas dessiné une ligne dans cette graphique. Nous avons une zone, c'est la capacité actuelle qui représente 100% de capacité. Nous avons eu de longues discussions sur ce que c'est que la capacité réelle, si nous avons des lits du bon type disponibles et quel type de lit, c'est-à-dire quels sont les services qui vont de toute façon avoir besoin de lits. Donc nous avons laissé cette zone un peu sombrée et la réalité peut aller de là jusqu'à 100%. Voilà, c'est l'une de nos idées. Une autre chose que nous avons examinée, c'est nous avons examiné la capacité des employés du secteur santé, des soins de santé. Et ce que vous voyez ici, c'est aussi avec la capacité des lits. La situation est assez tragique ou grave pour la capacité des employés de soins de santé. Nous voulions absolument signaler que quand nous examinons la capacité de lits, ça ne suffit pas pour déterminer les limites des systèmes de santé qui affrontent davantage de limites, comme par exemple les employés des systèmes de santé. Et ici, nous avons essayé d'illustrer comment ils ont travaillé. Et après, nous avons étendu cela pour voir les implications financières et les coûts économiques. Et à gauche, nous voyons les coûts associés à l'épidémie, des modèles d'une épidémie sans mitigation en estimant les coûts de différentes parties des interventions du système de santé national avec les différents dépistages et traitements. Nous sommes basés sur une étude que nous avons faite auparavant avec 5 pays sur la tuberculose pour estimer ces coûts, pour les ajuster, mais pour aussi ajouter les différents coûts du Covid et aussi ceux qui sont associés pour continuer. Nous avons pris donc la base pour cela. Nous avons travaillé aussi avec d'autres pays pour valider les estimations en termes des opinions des experts et nous sommes particulièrement reconnaissants de la participation du Pakistan qui nous a aidés avec des prix détaillés. Ces détails sont le coût par capita, pas par cas. Et la raison pour laquelle nous avons fait cela, c'est que nous avons comparé par habitant. Et clairement, comme vous pouvez le voir dans certains des pays, surtout Karachi, Delhi, l'Inde, le Pakistan, ces niveaux de coûts par personne sont en ligne avec les niveaux totaux des dépenses de soins de santé dépensés dans ces pays. À droite, nous avons les coûts en termes des ménages. Et ici, je veux dire quelque chose. Cela a été fait d'une perspective microéconomique. Cela cherchait la perte de productivité due à la maladie. Pour faire cela, nous avons pris des données qui ont été faites pour la tuberculose, le coût de chercher des soins pour les symptômes respiratoires, et ce qui se passe quand vous les avez. Nous avons juste ajusté ces données au groupe état touché par le Covid. Donc ce n'est pas une collecte de données, c'est en prenant des données existantes et en essayant de mettre donc des projections pour trouver le coût du Covid dans différents contextes. Donc c'est le coût de la maladie, ce n'est pas le coût de la mitigation. Il ne s'agit pas donc d'isoler ou de faire une quarantaine ou de ne pas travailler. Alors, nous avons, quand je dis ne pas travailler, c'est parce que nous ne travaillons pas à cause de la maladie, non pas à cause de l'intervention. Nous avons aussi examiné les coûts au long du temps et en millions de dollars. Et bien sûr, il y a des chiffres plus en détail. Voici les coûts au long du temps. Bien. Maintenant, je voudrais réfléchir sur les enjeux ou les défis clés méthodologiques.
nous pouvons avoir une discussion très riche après la présentation. Je pense qu'une des choses qui nous a occupés, c'est comment faire une liaison entre les données. Et nous avons aussi eu énormément de débats pour voir comment adresser la perspective. Nous avons pensé la perspective que nous avons généralement dans la tuberculose, qui était sociétale, mais nous sentions que les idées n'étaient pas adéquates dans cette situation. Finalement, nous avons dévoué énormément de temps à comment nous pouvons caractériser ce qui a lieu dans le monde réel, c'est-à-dire au-delà des scénarios, mais en essayant de comprendre mieux et en présentant les coûts encourus dans le monde réel. Et maintenant, nous associons à des modèles EPI, et là, je vois que le texte est très, très petit ici. Mais tout d'abord, il y a beaucoup de sources. Si vous êtes un économiste, mais vous n'êtes pas connecté dans votre institution avec des épidémiologistes, et je crois que beaucoup ne le sont pas. Et l'école impériale et l'école de Londres et d'autres organisations ont développé des apps et des outils pour nous aider à estimer les cas à partir de différents scénarios. Je vous présente un exemple ici qui vient de l'école de Londres, qui nous offre une série de scénarios et des rapports de pays afin d'explorer les différentes parties épidémiques. Si vous n'avez pas accès à vos propres modèles, eh bien, ceux-ci sont ils sont en fait assez directs, mais ils vous permettent d'avoir une idée de certains scénarios. Je pense que, comme vous le savez sans doute tous, dès que nous faisons une prédiction pour le Covid, cela change parce que la réponse de politique change. Alors que ce que cet outil et beaucoup de modèles font, ce n'est pas tellement de suivre jour à jour la réalité du Covid, mais ils essaient d'explorer en utilisant ce qu'ils savent comment les différentes options de politique vont fonctionner maintenant. Et c'est différent que de faire des prédictions claires. Donc, ils explorent de différentes décisions de politique au lieu de dire, bon, demain, ça va se voir comme ça. Et peut-être même la semaine prochaine, ça aura changé. Donc, il y a une certaine quantité de choses assez incertaines. C'est difficile donc de prendre en compte ces coûts-là. Mais dès que nous comprenons le changement des coûts selon les différentes étapes ou les sévérités de la maladie, alors nous avons très peu d'informations. Vous devez rester, disons, sur la base de ce qui est en train de se passer réellement. Une autre chose, c'est nous devrions avoir des modèles intégrés pour éviter, cela peut changer vos résultats. Par exemple, vous pourrez capturer de manière simultanée l'adhérence aux interventions. Cela peut changer d'un coût très élevé encouru par les ménages, par exemple. Ce genre de transfert des résultats EPI peuvent se faire du point de vue des dépenses, mais il faut faire attention aux limitations. Et brièvement, en parlant de la perspective, je pense que si les personnes connaissent, je pense qu'il y a eu une présentation de Richard Smith il y a quelques mois, qui a expliqué très clairement pourquoi la pandémie et la perspective macroéconomique seraient la plus adéquate. Et je crois que nous comprenons que c'est en fait le cas. Mais je crois que même si vous n'êtes pas un économiste ou un microéconomiste ou vous n'avez pas accès à des modèles macroéconomiques, il est quand même important d'inclure les données des coûts des ménages. Et alors, on se demande s'il faut restreindre les scénarios que nous avons modelés de politique si vous n'arrivons pas à modeler les conséquences macroéconomiques. Et maintenant, nous ne souhaitons pas voir les scénarios tels que le confinement, à moins que nous souhaitions voir les impacts, puisque nous nous inquiétons de présenter des résultats qui peuvent être utilisés de manière fausse. Je pense qu'il est important
Et une autre chose, le deuxième panel ont aussi des recommandations et les inventaires. Eh bien, il serait alors utile de développer dans les semaines à suivre un inventaire équivalent pour le Covid. Merci. Et je parle trop vite. Alors, la dernière partie, les dernières 5 minutes, je voudrais parler de comment nous gérons la capacité et comment la capacité dans le monde réel peut avoir un effet sur les coûts. Alors, à droite, il ne s'agit pas du Covid, il s'agit de la tuberculose. Et c'est un modèle que nous avons fait il y a quelques années pour examiner l'impact ou comment les restrictions de ressources humaines peuvent avoir un impact sur les interventions de tuberculose. Et nous voyons que nous parlons de couleurs plus claires à des couleurs plus foncées. Nous parlons donc des ressources. Ici, les parties les plus foncées sont les réductions. Si nous avons une réponse épidémique sans restriction, les parties plus blanches, c'est quand nous voyons ce qui se passe quand il y a des restrictions. Et nous revenons sur un modèle d'évaluation économique pour voir comment les ratios coût et efficacité évoluent dans un cas sans restriction et dans un cas restreint. Soit il y a un coût pour soulager ces restrictions ou nous avons un impact pour l'argent que nous dépensons. Je pense que nous affrontons les mêmes problèmes avec le Covid. Allons-nous, enfin, jusqu'à quel niveau pouvons-nous faire confiance à cette capacité en le comparant à accepter qu'il nous faudra avoir un moindre impact sur la survie dû aux restrictions et fondamentalement c'est là où nous établissons cette division en comprenant notre capacité actuelle et cela va donc avoir un impact sur les prises de décision, sur les décisions à prendre. Nous travaillons sur cela maintenant, nous essayons d'élargir le travail que nous avons fait au départ et nous essayons de voir divers exemples s'il nous faut un modèle, disons, étape par étape comme nous l'avons vu. Alors ici un exemple de recommandations, des chiffres de possibilités. Et si nous continuons, nous avons le coût de différentes options. Nous avons ce que vous voyez qui ont impulsé, disons, ce modèle. Voici donc le coût de ces scénarios. Je ralentis un petit peu pour que l'interprète puisse me suivre, puisque je parle trop vite. Et maintenant, nous réfléchissons à comment la capacité peut agir comme une restriction sur les divers éléments. Alors, avec les personnes et si nous essayons de comprendre avec les cliniciens s'il y a une restriction sur comment les employés, par exemple le nombre d'employés des systèmes de santé, s'il y a un impact sur le ratio entre les infirmiers et les patients, s'il y a un problème entre aussi une réduction dans le nombre d'infirmières. Et nous commençons à dessiner ce genre de diagramme et de comprendre comment les coûts de la survie peuvent changer au fur et à mesure que la capacité change. Ici, nous avons des résultats précoces. Je viens de finir ça, donc c'est une mise en garde que je vais vous faire, qui sans doute ces chiffres seront révisés, mais c'est surtout pour vous donner un exemple de ce qu'il vous faut faire au fur et à mesure que vous vous éloignez de cela quant au scénario de l'estimation de coûts. Et nous voyons que cela change, mais au fur et à mesure que nous commençons à travailler d'une manière plus typique, il y a évidemment une augmentation de coûts.
Et je pense que ce n'est pas seulement nous, mais je pense qu'il y a aussi d'autres groupes qui sont en train d'élaborer des modèles semblables. Et je pense que dans quelques semaines, certains des pays auront déjà dépassé leur capacité de lit et que nous obtiendrons alors une meilleure compréhension de comment améliorer ou comment gérer cette capacité. Et pour ceux d'entre vous qui y travaillent, je suis heureuse parce que nous essayons d'élargir d'étendre nos communications, disons. Il y a beaucoup de présomptions qui nous aide à aller au-delà de ces modèles, comment les personnes réellement utilisent le PPE dans le monde réel, comme je l'ai dit, comment les employés des soins de santé répondent aux restrictions de capacité. Je suis sûre que tous ceux qui travaillent dans cela ont eu des conversations très longues sur les différentes méthodes de fourniture d'oxygène, combien de litres donner à quel patient. Et ce qui reste réellement très important, que nous avons très peu de compréhension sur le changement de l'épidémie. Nous avons vu que dans certains pays, les étapes précoces sont très longues. Ils apprennent à traiter les patients, ils gardent les patients pour les tester. Cela alors se réduit au fur et à mesure que le temps passe et les capacités sont restreintes. Bien sûr, pour l'instant, nous n'avons pas autant de données parce que beaucoup de personnes ne reçoivent pas de soins et c'est encore une zone qui nous manque. Alors, je vais m'arrêter maintenant. Je pense que finalement, j'espère que ce séminaire va aider à motiver les personnes à s'impliquer dans ce qui peut nous sembler un travail ennuyeux, puisque nous pensons à l'évaluation économique, ou peut-être que les gens disent que ce n'est pas encore un problème sur lequel s'impliquer. Je pense que les communautés ont énormément de choses à dire pour passer à réellement informer avec des interventions réalistes au niveau du secteur de santé et pour trouver le langage afin d'engager les communautés et les personnes qui comprennent quelles sont les restrictions du système de santé, travailler avec eux pour faire partie de la discussion de politique, identifier, même si les économistes de santé travaillent dans les institutions qui n'ont pas accès aux diverses manières. Il y a énormément de choses qui peuvent rentrer dans ces modèles qui peuvent aider à améliorer la précision des modèles de différents scénarios et juste pour encourager les personnes qui le font à rentrer dans le domaine de préimpression ou de partage libre où nous pouvons commencer à informer sur les données. Je voudrais remercier de partage ouvert à tous ceux qui travaillent dans ce travail, sur cette présentation, mais cela en fait a été fait avant même de recevoir des donations. Alors je veux remercier tous ceux qui ont dévoué tellement de temps à essayer de comprendre de manière très détaillée, par exemple, le coût de l'oxygène à minuit, etc. Et maintenant, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Cara, et j'attends donc des questions. Génial, merci beaucoup Anna. Cela a été très intéressant et très intéressant de voir certaines des questions et des commentaires qui sont arrivés dans la boîte de discussion. Alors, je vais répondre, je vais peut-être lire les dernières 3 questions qui sont arrivées, peut-être qu'après nous pouvons continuer. Et la première question qu'on a demandé, c'est quelle est la différence entre les villes? Pourquoi en particulier Johannesburg en Afrique du Sud, pourquoi l'épidémie sans mitigation est tellement plus chère là-bas? Est-ce que cela est dû au système de santé? La deuxième question concerne l'utilisation de la tuberculose en tant qu'exemple. Clairement, il y a certaines ressemblances.
mais il y a aussi des différences importantes. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler et nous expliquer pourquoi peut-être que c'est simplement la maladie sur laquelle on a le plus de données. Et la troisième question, jusqu'ici, est-ce que pourrais-tu parler des sources des données? Tu as dit que tu recevais des données d'une variété de sources. Peut-être pourrais-tu commenter sur l'origine de ces sources? Merci. Merci, Anna. Merci. D'accord. Alors, les différences entre les différents modèles, eh bien, du côté épidémiologique, l'une des différences principales, c'est les structures d'âge dans la population et l'étendue de maladies graves au sein de la population. Euh, je pense que nous avons énormément d'incertitudes sur cela. Nous le voyons en rose, combien cela disons, dirigé nos études. Ce n'est pas entre pays, mais cela aussi s'applique au sein des pays. Donc ça, c'est du côté épidémiologique, mais tu as raison. En termes d'Afrique du Sud, c'est parce que les coûts que nous utilisons sont bien supérieurs et non pas seulement le niveau de revenus de la population. Alors, des deux côtés, ce serait beaucoup plus fort pour le système de santé et les coûts des ménages. Et pour être très franche, la raison pour laquelle nous avons utilisé la tuberculose, eh bien, nous avons commencé il y a certains mois et nous avons commencé avec certaines institutions et nous avons dit, bon, je ne peux pas continuer à collecter des données, mais comment je peux utiliser rapidement ce que j'ai afin d'être utile à la situation. Donc je pense que tout d'abord, c'est parce que nous avions déjà ces données et nous les connaissions, mais nous devions ajuster ces données, nous devions nous poser la question critiquement, quelle est la pertinence de cela pour le Covid. Alors en particulier, quant à la perte de revenus, eh bien, nous avons de la chance parce que nous avons des données qui suivent des cohortes de patients de tuberculose et nous avons fait attention pour voir la perte de revenus et nous avons essayé de voir les pertes de coûts là où il y avait des pertes. Donc nous avons ajusté des contextes pour utiliser un modèle très très semblable. Il s'agissait alors d'ajuster la durée et aussi la structure et les niveaux nous n'avons pas seulement pris cette valeur et l'avons multipliée par le nombre de cas, parce que je suis tout à fait d'accord que c'est différent comme maladie, ça a un coût différent à long terme. Alors, il faut, quant aux sources, eh bien, il y en a eu qui étaient très systématiques et d'autres moins systématiques. Nous avons utilisé des données existantes. Par exemple, pour les capacités de lit, eh bien, nous avons confié dans les données de la Banque mondiale et de l'OMS. Et nous avons cherché des individus, des révisions comme les soins d'urgence et pour comparer aussi les coûts. Et comme je l'ai dit, nous étions aussi en contact avec des groupes. Une partie de la raison pour laquelle nous avons choisi les pays et les sites, c'est parce que beaucoup d'entre eux faisaient partie des études de valeur de tuberculose. Nous avons donc travaillé avec les besoins de ces pays pour obtenir des données supplémentaires. En fait, les rapports sont déjà imprimés. Nous avons à peu près 10 pages que nous avons pour les estimations. Et en fait, nous continuons à le réécrire avec d'autres sources.
Je te rends la parole, Cara. J'espère avoir répondu à la question. Oui, merci beaucoup, Anna. Alors, je voudrais maintenant parler d'une question très précise. Quand je te rendrai la parole, je vais peut-être revenir sur la diapositive qui a les chiffres. La question de Jason, c'est comment ça se fait que les coûts sont réduits quand il y a moins de personnel et de capacité de soins intensifs. Est-ce que les coûts augmentent au fur et à mesure que les personnes tombent malades ou subissent au fur et à mesure que la force laborale est réduite, ou est-ce que c'est parce que c'est moins cher quand il y a plus de personnes qui meurent et donc il y a moins de coûts, on a plus de coûts? D'accord. Jason, en fait, c'est malheureux, mais la réponse est la dernière partie de ta question, donc je vais revenir à la diapositive pour m'assurer de pouvoir expliquer. Et je pense que là, tu vas voir. Je me demande de quelle diapositive tu parlais, mais bon, celle-ci, ce n'est pas tellement les cours. On va voir si j'arrive à trouver, mais je pense que c'est la partie. Je révise mes diapositives. Et tu as tout à fait raison, nous avons assumé. Tu peux voir dans notre discussion que c'est difficile dans différents contextes en termes de travailleurs. Nous avons discuté le niveau le plus court. Et tu as raison, les résultats qu'on ne présentons pas sont les fatalités. Je ne présente pas ici les fatalités qui sont associées à cela, mais bien sûr, la dernière partie aurait un nombre supérieur de décès parce qu'il y a moins de traitements. Je ne suis pas sûre de quelle diapositive on parle. Voilà, oui, alors tu as une réduction de coûts parce que tu utilises moins de personnel et moins de capacité de soins intensifs. Et bon, il y aura plus de personnes qui vont mourir, mais plus de personnes vont mourir, c'est une conséquence quand nous avons un coût si nous avons plus de personnel à ce niveau de mort, de décès. Je vais m'arrêter ici un moment. Non, malheureusement. Oui. Alors, Madame fait une pause pour que l'interprète se mette à jour, mais malheureusement, l'interprète n'a pas pu entendre ce qu'elle disait tout à l'heure parce qu'elle parlait trop vite. Ce que nous ne savons pas, c'est quel sera l'impact sur la survie si nous ne ferons pas un soin complet ou s'il y a moins d'accès aux soins intensifs. Nous avons fait nos consultations avec des experts. Si quelqu'un a besoin de cela et ne l'a pas reçu, alors comment cela va avoir un impact sur leur survie? Voilà, ce sont les paramètres. Cela a lieu. Cela a eu lieu dans les derniers jours. Je ne veux pas que les personnes commencent à utiliser ces chiffres dans un environnement de politique. Ce n'est qu'une illustration du travail que nous devons faire. J'espère que vous comprenez cela. Merci Anna, Jason dit que cela est clair, merci. Et si les personnes demandent un peu plus de détails concernant la méthodologie, alors je me demande si tu pourrais nous parler un peu plus de comment tu as commencé et comment est-ce que tu construis tes cours. Et après cela, il y a des questions concernant le coût plus large. Et si tu as fait cela, si tu as eu une approche descendante ou une approche horizontale. Oui, c'est une excellente question. Alors, pour l'analyse non mitigée, eh bien, notre motivation principale,
était d'informer les personnes qui font la planification et le budget et peut-être à ce moment-là déjà souligner que nous allons suivre ces directrices dans un monde parfait, que cela pourrait ne pas être possible, que cela représenterait des défis. Alors ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris une approche verticale ou ascendante. Et là, nous prenions des études de tuberculose qui n'étaient pas centrées sur une directrice spécifique de comment analyser les coûts des visites ambulatoires ou hospitalisées. Et c'est ce que nous avons vu dans ces pays, mais ils étaient toutes des coûts ascendants que nous voyons ici. Quand nous passons à des estimations plus proches du monde réel, nous en tiendrons compte. Une autre question, c'est d'incorporer les coûts réels et je pense qu'il faudra être beaucoup plus efficace et alors cela sera moins proche de ce tableau. Merci. Il y a aussi deux questions ici concernant les limites de l'analyse. D'abord, nous voyons les coûts directs de la maladie. Et il y a certaines choses dans les nouvelles aujourd'hui au Royaume-Uni qui nous font réfléchir aux coûts plus amples, plus vastes. D'abord, l'impact indirect sur la santé des traitements qui sont, disons, retardés et autrement, est-il possible d'intégrer ceci à un certain point? Les nouvelles aujourd'hui, c'est que nous attendons au moins 10 millions de personnes d'ici la fin de l'année. Et après, Stavras nous demande si nous devrions prendre ces limites même au-delà en pensant aux conséquences économiques, par exemple des pertes d'éducation. Et associé à cela, il y a une question si nous avons les outils d'évaluation adéquats et si ce sont vraiment les bonnes approches macroéconomiques, celles que nous prenons maintenant, pour capturer les pertes d'éducation. Voilà les questions pour toi, Anna. Merveilleux, merci. Ce sont les questions faciles, mais je veux dire que le problème est clair et je suis d'accord avec ces deux situations. Je pense que le défi, c'est comment nous présentons des preuves et non pas seulement signalons les situations comme un déplacement étendu. Je pense que certains d'entre vous qui participent, qui sont impliqués, disons, dans les maladies, que vous voyez qu'il y a beaucoup de travail qui surgissent de ces zones de travail qui parlent d'un impact spécifique sur ces maladies. récemment, il y a eu une étude publiée sur la tuberculose en étudiant les conséquences. Je pense que l'une chose de la tuberculose, c'est que peut-être toutes ces mesures de distance sociale vont améliorer la situation de la tuberculose, puisque on dirait que cela va prévenir la tuberculose, mais ces découvertes proposent qu'en fait, le suivi des patients de tuberculose sont beaucoup plus endommageants que les bénéfices de la distanciation sociale. Il y a d'autres études qui ont examiné des situations semblables et qui signalent que ces services s'arrêtent à l'immunisation. C'est quelque chose qui a lieu. Et c'est comment nous commençons à utiliser ce que nous considérons comme les modèles pour estimer les coûts de différents scénarios du Covid. Et nous avons des renseignements qui viennent de divers pays sur les coûts des paquets essentiels et nous avons une idée spécifique
pour voir les scénarios des services, des paquets de services qui doivent être tenus. Et c'est très clair si nous souhaitons le Covid pour continuer à utiliser, disons, ce type d'approche. Mais comme vous pouvez l'imaginer, il y a une partie importante de travail et je pense qu'il est très important comme aux États-Unis, comme au Royaume-Uni et dans les pays, si vous êtes capable de collecter des données qui vont aider pour les services pendant la pandémie, que ces données devraient être venir d'économistes au fur et à mesure que cela arrive. Et Stavros, je ne suis pas vraiment experte en modèle macroéconomique, mais je comprends que en ce moment, les modèles qu'ils utilisent, et c'est quelque chose que nous discutons aussi, estiment un impact annuel et non pas un impact à long terme. Je pense que jusqu'au niveau où moi je comprends, il y a une gestion de divers outils ou modèles utilisés qui examinent peut-être un terme plus long. Je suis d'accord que le cadre que nous utilisons pour faire des projections macroéconomiques pour les gouvernements, pour que les gouvernements puissent planifier leurs finances, ne capture pas les coûts à long terme ni les bénéfices à long terme, mais au moins certaines des réponses du Covid. Et je pense que cela est très important. Et la chose qui me gêne, c'est qu'il est urgent de le faire. Nous prenons des décisions fondées sur le court terme. Et il nous faut même si ces estimations sont assez limitées pour la macroéconomie, je pense que cela va aider les décideurs politiques si nous arrivons à les inclure dans ce que nous faisons. Je vais m'arrêter ici, Cara. C'était très long, mais c'était une question importante. Cara, je te rends la parole. Je suis désolée, Cara, je n'entends pas. Je ne sais pas si les personnes arrivent à m'entendre. Ah, tu peux m'entendre, alors je peux essayer. Je pense que j'ai perdu Cara, je ne sais pas, je crois qu'il faut qu'on change. Nicole, est-ce que tu dois changer pour que Cara soit la présentatrice à nouveau? J'essaye de faire clic sur la boîte de discussion pour voir si je peux répondre aux questions de quelqu'un d'autre. M'excuse auprès de tout le monde. Alors Jason, oui, le tableau que tu vois, Jason, ce n'est que les coûts de services de santé. Hein. Cela peut aussi aider à répondre à ta question. Ah, d'accord, je pense que c'est à moi. Oui, je suis présentatrice, d'accord. Alors, je sais que c'est un peu difficile de changer, de prendre la parole. Quelqu'un aussi a demandé s'il y a un cadre pour les interventions non pharmaceutiques et faire des analyses de coût-efficacité. Il me semble que souvent nous n'utilisons pas les interventions pharmaceutiques uniquement, mais cette terminologie a été utilisée spécifiquement pour le Covid. Alors, je me demande, Anna, est-ce que nous pouvons dire quelque chose concernant si le cadre est différent pour les NPI? En comparaison avec les autres interventions pour suivre l'efficacité. Oui,
Oui, c'est un excellent aspect. Nous utilisons pour mitiger. En ce moment, nous essayons de faire de différents modèles. Et oui, c'est un choix surprenant, mais cela revient à ma question. Si nous faisons un modèle pour certaines de ces interventions et si nous restons sur un cadre assez restreint des coûts de système de santé et de l'impact immédiat sur les ménages, quand on a examiné les coûts, par exemple, ne pas aller au travail pendant un X nombre de jours ou ne pas avoir accès à l'impact macroéconomique. Et cela peut changer la perception. Donc, je pense que l'idée du cadre est sans doute un cadre macroéconomique. Cependant, nous avons décidé de ne pas avoir un isolement complet, mais différents scénarios pour voir comment cela peut avoir un impact. Et la raison pour laquelle nous le faisons, c'est parce qu'en ce moment, avec les macros, nous pensons tout autant que l'impact général est important, mais ce qui est réellement important, c'est ce que le Covid fait aux groupes vulnérables. Utiliser un cadre microéconomique nous permet d'une manière très limitée d'essayer pour avoir davantage de différences. Alors, idéalement, nous voulons un cadre macroéconomique, nous ne voulons pas un cadre qui ne produit pas de résultats économiques tels que la productivité, l'impact sur la santé, et examiner comment ces impacts sont étendus entre les différents systèmes. Cela peut être encore acceptable pour différents scénarios, mais il faut être très très clair où nous présentons les résultats et leurs limites et surtout les scénarios les plus extrêmes qui nous laissons à ceux qui peuvent capturer les aspects les plus négatifs. Merci Anna. Il y a encore une question de Pancade qui demande comment nous arrivons. Je suis désolée, je n'ai pas compris la question. Ah oui, pardon, j'ai trouvé la question. Comment faisons-nous pour tenir compte de l'augmentation de la mortalité du Covid quand nous arrivons au point de rupture en termes de la capacité du système de santé, plus d'essais sont attendus si le système est déjà bouleversé et si l'on n'a pas la capacité de traiter. Oui, alors nous l'avons fait de manière très, très, disons, nous ne sommes pas rentrés dans les détails, mais comme je l'ai dit, c'est sans doute un sommet particulier. Ici, ce que nous faisons, c'est d'essayer, et c'est une représentation pictorielle, mais au-dessous, il y a un modèle qui est qui se ressemble énormément à ceux que nous utilisons pour l'évaluation économique, mais il peut aussi être restreint par les restrictions de capacité. Et quand nous arrivons à cela, qu'est-ce qui se passe si vous arrivez à la capacité d'infirmier, alors que va-t-il se passer pour la survie? Que va-t-il se passer sur la capacité si nous n'avons pas d'accès? Si nous arrivons à une rupture pour les activités de soins intensifs, et nous essayons de comprendre de mieux en mieux cela en travaillant avec des experts pour trouver des modèles optimaux avec des différents niveaux de restriction au sein du système de santé. Donc ma réponse est que je n'ai pas de résultat pour l'instant en disant exactement ce qui va se passer dans les différents contextes. Ce que nous faisons, c'est que nous jouons avec différents scénarios. Et la diapositive ici, désolée, je ne sais pas si vous pouvez encore m'entendre, mais je pense que nous n'avons plus le temps de continuer.
Ouais, vous m'entendez, d'accord, parce que moi j'ai une erreur ici qui dit erreur inattendue, donc d'accord. De toute façon, nous pouvons continuer à la diapositive suivante parce qu'elle est bloquée, mais c'est ce que nous avons essayé d'explorer dans la diapositive suivante, c'est combien de morts supplémentaires nous avons quand la capacité est restreinte. J'espère que c'est clair. Fantastique. Merci Anna. Je suis vraiment reconnaissante de cette présentation excellente. Je suis certaine que les participants le sont également. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé leurs questions et commentaires. Ça a été réellement très stimulant cet échange d'idées. Et Anna, je suis réellement très très heureuse de voir que ton équipe et toi arrivent à avoir cette manière de caractériser ce problème. C'est un premier pas essentiel pour commencer à comprendre l'étendue réelle des priorités et comment aller de l'avant en des moments tellement difficiles. Merci beaucoup à tous et je voudrais juste confirmer que l'enregistrement de ce webinaire sera en ligne dans notre site web le plus tôt possible. Et peut-être alors nous pourrons ajouter des informations concernant comment contacter Anna et son équipe. Merci à tous et à bientôt.